Bonjour, ravi de vous retrouver chez vous. Aujourd'hui, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau réservé au basketball. Nous allons parler au basketball universitaire comme tous les mois. Ce rendez-vous du basket, la DTV en collaboration avec Hub School Basketball pour la promotion du basket universitaire. Aujourd'hui, nous allons parler tout au long de l'émission sur 3 thèmes. Monsieur Saro, bonjour. Oui, bonjour Pambay. Comment vous allez? Excellent. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Alors la fête, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. En famille? En famille, oui. Alhamdulillah. Merci. Alors, tout au long de l'émission, nous allons aborder 3 thèmes durant ce webinaire. Thème 1, nous allons aborder le sportif professionnel, anticipation de l'après-carrière par Amadou Diagne. Amadou Diagne qui va nous parler du sportif professionnel, évidemment, et l'anticipation de l'après-carrière pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les basketball. Alors, tout au long de l'émission, nous allons aussi recevoir Benoît qui va nous parler un petit peu de mise en valeur des joueurs et du jeu de basketball. Benoît qui est coach pro et formateur. Et en 3e lieu, nous allons voir l'international sénégalais qui va nous parler des relations entre l'encadrement scolaire sportif, le joueur pour une bonne performance. Et là, nous allons avoir Ibrahim Thomas, pivot de l'US Al-Ansar. Alors, aujourd'hui, un plateau très riche. Amadou, bonjour. Ouais, bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Hein. Ouais, merci de me recevoir aussi, hein. Ça fait plaisir. Alors, comment ça se passe là-bas? Ça se passe toujours très bien, même s'il y a eu la crise due au coronavirus. Bon, ça a stoppé net les choses, on va dire, il y a 6-7 mois. Mais bon, voilà, la vie continue, il faut toujours continuer à vivre, mais c'est sûr qu'il y a... Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et, bon, le sport en fait partie. Et, c'est compliqué, hein, mais voilà. On s'accroche. On retrouve un petit peu la lumière. Ouais, voilà. Là, on retrouve la lumière petit à petit. Les choses se réouvrent, donc ça va aller. Ouais. Voilà, ça va aller. Pour rappel que Amadou Diagne, il est franco-sénégalais, ailier fort de Kassenberg. Actuellement, tu évolues dans les couleurs de Kassenberg. Et tu es aussi basketteur professionnel depuis 2009. Alors, ça te va comme présentation? Oui, bien sûr. Maintenant, j'évolue en National 2, hein, donc j'ai redescendu d'un niveau pour continuer ma carrière. Mais ouais, j'étais à Kaisersberg il y a encore 1 an. Et là, je suis à Saverne, donc dans un club vers Strasbourg, pas très loin. Et voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder ce thème. Mais d'ici là, nous allons introduire Benoît, si vous êtes là. Oui, bonjour à tous, je suis là. Voilà. Bonjour Benoît, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alhamdulillah. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, ce webinaire qui va parler du basketball. Ça te fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir parce que bon... dans la formation en France, je connais beaucoup de familles justement africaines, sénégalaises, puisque depuis longtemps, j'encadre des jeunes et des moins jeunes, puisque j'ai été entraîneur aussi professionnel, j'ai entraîné des centres de formation, et je connais bien la famille Diagne et tout, j'ai pratiquement vu toute la famille, j'ai joué avec le papa Kader et tout dans mon département. Donc voilà, c'est un peu la roue qui tourne et j'ai connu les parents, les petits frères, les familles, la famille Samb, la famille Kébé, etc. Donc voilà, j'ai un peu une culture, je vais dire, africaine, hein, parce que ils m'appellent un peu le sorcier blanc parce que j'arrive quand même à entraîner, à sortir quand même beaucoup... de joueurs pour rentrer dans les pôles espoirs et tout, et je parlerai de ça tout à l'heure. Effectivement, ça se voit que vous avez de très bonnes relations avec les athlètes, non seulement l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect familial que vous avez envers ces joueurs, et ça c'est très important. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à notre premier thème, sportif professionnel, anticipation de l'après-carrière. Amadou Diagne, Amadou,
Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce thème, Amadou? Ce qu'on peut retenir, déjà, l'après-carrière, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est préparer, pendant qu'on joue au basket, l'après, hein, ce qui va se passer après, c'est-à-dire quand tout s'arrête, par une blessure ou comme là en ce moment, hein, l'arrêt prématuré d'une saison due à une épidémie, voilà, ça fait réfléchir. Donc voilà, maintenant les choses, c'est une longue réflexion, donc ça se met en place durant des années. Je pense qu'il faut arriver à un point où dans le sport, si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans le sport, on est obligé de penser autrement. Donc du coup, moi, c'était un petit peu mon truc. Depuis 10 ans, je cherchais quelque chose à faire autre que le basket parce que c'est pas éternel. Hein. Bien que j'étais performant, ou voilà, j'ai pu faire ce que je pouvais faire, mais voilà, comme dit, toute bonne chose a une fin et il faut pouvoir le préparer. Déjà, vous préparez votre reconversion après avoir joué le basketball. Vous pensez à faire quoi? Vous restez dans le monde du basketball ou bien? Non, pas forcément dans le basket. Bon, pendant même, parce que ma carrière n'est pas finie encore, hein, mais j'ai pu entraîner des jeunes, j'ai pu faire quelques trucs quand même dans le sport autre que être joueur de basket même. Mon idée c'était de faire vraiment quelque chose en dehors du sport même. Que du coup, ça a été une longue réflexion. Moi, j'ai fait un cursus dans la comptabilité depuis plus de 10 ans déjà. Mais bon, j'ai jamais pu m'y reconnaître hein, vraiment. En ayant fait des stages, tout ça, j'ai jamais trouvé le truc qui faisait que, ok, c'est ça que je veux faire après le basket. Donc du coup, je me suis vite rabattu sur autre chose, mais j'avais pas forcément d'idée. Voilà, là je me suis lancé dans un truc, voilà, en arrivant à Kaysersberg, dans les pompes funèbres. C'est un domaine qui est très 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 tabou. Du fait que on parle de la mort hein, à proprement dit, et aujourd'hui j'exerce à temps partiel à côté de mon activité de basketteur donc dans les pompes funèbres. Donc j'ai le diplôme de conseiller funéraire, ça fait maintenant 3 ans maintenant. Mais voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'engranger de l'expérience et de pouvoir travailler en même temps, jouer au basket. Et c'est comme ça que je fais tout doucement ma transition, quoi. Donc ça se prépare. Mais ça m'a pris 10 ans avant de pouvoir sauter le pas, on va dire. Mais pensez-vous pas que le statut de sportif professionnel, ça va avec la gestion de carrière et un staff qui va vous dire après votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez faire, ou bien même, on ne le souhaite pas, durant votre carrière, vous pouvez même vous blesser. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà maintenant, en pleine carrière, de préparer les athlètes? Selon vous, par rapport à votre expérience, pensez-vous pas que le statut de sportif professionnel doit prévoir ces mesures de la gestion du carrière d'un athlète de haut niveau? Oui, si. Je pense que c'est important de pouvoir le prévoir. Après, ça dépend du niveau auquel on joue. Moi, j'ai toujours fait ma carrière en National 2. J'ai fait 10 ans en National 2. J'ai fait 2 ans en National 1. Et j'ai suivi mon cursus de formation en Pro A, donc dans le plus haut niveau français. Mais n'empêche, on t'alerte pas forcément sur ce que tu peux faire. On te met pas forcément sur la voie. Voilà. C'est très différent du système américain où on te dit d'entrée que les opportunités sont réduites, faut donner le max là où tu es. Là ici en France, c'est plus, on va dire tu fais ce que tu peux et puis voilà. Ce qui a fait que j'ai pu faire ce que je fais là aujourd'hui, c'est déjà ma propre réflexion. Hein. Je voulais faire quelque chose qui m'intéressait et il a fallu trouver le domaine, mais c'est sûr que on ne te met pas forcément sur la voie. Hein. Donc du coup, j'ai dû le trouver par moi-même, au gré des expériences, des villes, parce que j'ai fait aussi 8 clubs en 12 ans. Donc j'en ai fait du chemin et j'ai vu des choses. Et c'est comme ça que ça a renforcé, on va dire, ma volonté de m'inscrire dans ce domaine-là, hein, qui est pas un domaine commun. Voilà. Et du coup, mais je pense que
on met pas forcément beaucoup les jeunes sur la voie du temps où ils jouent parce que on a d'autres priorités. On va dire les dirigeants, eux, ils ont les staffs, comme tu dis, ils ont d'autres priorités. Hein. Ils doivent penser à ce qu'ils font dans le basket d'abord, puis après le reste, c'est à toi de voir, quoi. Donc c'est un peu par toi-même qu'on doit trouver les choses. Mais on a dit ici anticipation, c'est-à-dire si on dit anticipation, il y a un début déjà, il faut anticiper, prévoir. Vous-même, vous l'avez dit que vous avez préparé votre cursus depuis 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Depuis 10 ans, vous avez un projet en tête que après ma carrière, je vais faire ceci ou bien cela. Alors aujourd'hui, pensez-vous que on devait encadrer les athlètes, les basketteurs dès le bas âge, même dès qu'ils commencent leur carrière, de leur dire voilà, c'est une carrière, il faut la gérer. Donc il peut vous arriver que même vous blessez, et aussi en fin de carrière aussi, vous devez avoir un boulot ou bien des occupations à faire. Ça aussi, pensez-vous pas que l'anticipation se fait dès le début? Oui, bien sûr. L'anticipation, de toute façon, voilà, c'est ce qui permet de mieux vivre la chose quand ça arrive. Hein. Mais le problème, à mon niveau, à mon sens, c'est que on n'est pas forcément bien alerté. On va dire comme dit, la priorité, elle est sur le terrain pour ceux qui sont dans le staff, par exemple, les dirigeants. Donc forcément, on va plus s'occuper de ce qui se passe sur le terrain. Et derrière, en dehors. Bon, voilà, à part si on est très volontaire et on va demander, on va poser des questions, on va pas forcément te mettre sur les rails. Mais comme dit, moi ça fait 10 ans que j'y pense, mais c'était pas il y a 10 ans que je savais que j'allais faire ça. C'était plus une idée dans la tête et que j'ai dû faire mûrir au fur et à mesure. Et ça m'a pris, 5 ans avant de sauter le pas, d'aller faire une formation. Puis derrière de passer le diplôme et puis ensuite de pouvoir y travailler. Et tout ça, c'est des étapes. Il faut, à côté de ça, être stable, avoir un club où tu sens que ça avance. Donc tout ça, ça doit être réuni pour pouvoir réussir. Mais sans tout ça, c'est très compliqué. Tu peux l'anticiper, tu peux avoir l'idée, mais le tout, c'est de le faire dans les bonnes conditions. Et moi, c'est ce que j'ai pu faire, mais qu'au bout de 5 ans, quoi. Voilà. Monsieur Sakho, on dirait que vous avez anticipé cette après-carrière. Oui, en effet, nous sommes en train de concevoir un programme sur ça, c'est-à-dire allier les études et les sports. C'est-à-dire, lui, les athlètes après leur carrière, non seulement même pendant leur carrière, ils doivent pouvoir avoir planifié, par exemple, une formation à faire pour qu'après leur carrière, ils puissent servir le sport où ils ont été athlètes. C'est-à-dire, il y a des formations comme par exemple le droit et l'économie du sport. Il y a un master de droit de l'économie du sport. Par exemple, un athlète doit pouvoir, comme il est sportif, il est passionné du sport, faire une formation de telle sorte que même pour sa reconversion, qu'il puisse lui-même servir la discipline où il a évolué. Il y a par exemple le coaching, par exemple, les formations de coaching. Il y a la formation, par exemple, des préparateurs physiques, par exemple. Il y a la formation aussi du management du sport. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse avoir un programme pour que l'athlète, même si en cours de carrière, par exemple, il tombe par exemple blessé, par exemple, qu'il puisse terminer sa formation de management du sport ou d'une formation qui va servir les métiers du sport. C'est ce qu'on veut nous. C'est pourquoi on est en train de planifier, de concevoir un programme sport-études qui vont parallèlement. Donc je ne sais pas, lui, à son niveau, si par exemple à son niveau d'études, qu'il puisse par exemple faire une formation pour demain servir le basket. Ce n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi je t'interpelle. Fait la comptabilité. Oui, mais la comptabilité... c'est jamais trop tard, ouais. Ah, ok. Donc la comptabilité, il a fait la comptabilité, oui, mais la comptabilité,
peut-être il a une licence peut-être de comptabilité. Je ne sais pas si c'est master. Même si c'est master, il peut toujours rejoindre le master du droit et l'économie du sport. Toujours. Et toujours, c'est dans les métiers du sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, c'était il y a longtemps et pouvoir repartir après dans les études, il faut une force mentale là, il faut une certaine force mentale là pour y partir et faut aimer ça aussi, hein. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Après, c'est sûr qu'on peut toujours se servir de ce qu'on fait là. Mais... Dans le milieu du sport, vu que votre expérience, donc vous êtes joueur professionnel, le mieux c'était de rester dans le monde du sport, dans le monde du basketball. Là, vous pouvez encore mieux servir aux jeunes qui viennent. Donc, ne serait-ce que l'exemple que vous avez, vu votre carrière, et de l'autre côté, vous avez cumulé les deux, sport et études. Et ça sera un bon exemple pour les jeunes qui vont arriver, surtout nos petits frères actuellement qui se dit qui aspirent à être un joueur professionnel dans le futur, de se dire attends, je vais me concentrer davantage sur mes études, en même temps aussi sur le sport, pour vous dire que le sport et les études, ça va de pair. Ouais, c'est ça. Moi, mon souhait, quand même, je dis que je suis dans les pompes-funèbres dans un domaine totalement différent du sport, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que je renie le sport pour autant. Moi, mon souhait à terme, plus tard aussi, c'est de pouvoir intégrer un club, pas forcément en tant que président ou quoi que ce soit, mais plus dans un rôle de manager. Quelque chose qui permet justement, comme vous l'avez dit, de pouvoir transmettre aux jeunes, parce que la nouvelle génération qui arrive, ils n'ont pas les mêmes bases que nous, avec 10-15 ans d'écart. Forcément, notre base de formation n'est pas la même que la leur, et le fait de pouvoir transmettre, moi je le fais déjà depuis quelques années avec des joueurs qui ont 10 ans de moins que moi. Le fait de pouvoir transmettre, c'est ce qui permet de faire perdurer, on va dire, les choses. Et moi, je me rappelle des anciens. Quand je dis les anciens, c'est les joueurs qui ont plus de 10 ans que moi. Ils m'ont transmis certaines choses qui s'apprennent pas dans la formation ou à l'école ou autre. Donc, le fait de pouvoir avoir leurs conseils qui me suivent aujourd'hui, c'est super important, et je pense que c'est très important de transmettre, et c'est mon souhait à terme de pouvoir intégrer un club pour pouvoir l'aider à grandir, justement en transmettant par le biais d'un poste de manager, conseiller du président, ou peu importe. Mais voilà, je souhaite quand même rester actif dans un club sportif, ça c'est clair, pour pouvoir continuer à transmettre, parce que c'est important. Voilà, très important. De l'autre côté, il y a Benoît. Benoît, si vous êtes là, Benoît. Oui. Voilà. Oui, je suis là, je vous écoute attentivement. Voilà, en tant que formateur, coach, vous avez eu de très bonnes relations, encadré des jeunes athlètes, basketteurs. Aujourd'hui, quand vous voyez ce jeune Amadou Diagne parler de sa carrière et aussi l'anticipation pour l'après-carrière, quels sont les mots à dire par rapport à son exposé? Moi, je pense qu'il est très important aujourd'hui, comme l'a dit Sako tout à l'heure, c'est de former et de transmettre. Et aujourd'hui, c'est mon métier, puisque je fais de la formation de cadre. Il est très important de donner une bonne culture générale à tous nos joueurs pour qu'ils puissent après avoir des reconversions. Ouais. On a aujourd'hui parfois trop, même des joueurs professionnels qui ont eu des bonnes carrières et qui n'ont pas pensé à ça. Et donc, après, la transition est très compliquée. Aujourd'hui, nous, dans notre territoire, nous avons monté des centres de préparation au métier du sport. Il est très important, par exemple, qu'au Sénégal, on puisse aussi former des gens, peut-être même en France, quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont apporter leur expérience et leurs compétences. Et je pense que plus la reconversion et plus les compétences basket seront fortes, plus les interventions techniques seront de qualité, et plus vous pourrez justement former et faire progresser les joueurs. Voilà. Donc oui, la formation, l'école, toute cette filière-là, la reconversion pour pérenniser, parce que c'est le mot. Nous, on est des cadres un peu aussi vieillissants,
Mais moi, mon métier aujourd'hui, c'est de transmettre, c'est d'aider des jeunes, aider les familles aussi à se structurer, parce qu'il y a des familles dans la difficulté, et d'être très proche d'eux. Et bien sûr, derrière, on a des retours, on a de la fierté, puisque aujourd'hui, au Sénégal, il y a les clubs NCAA et même NBA viennent directement prendre les potentiels, parce qu'il y en a partout, en Afrique, en Europe et tout. Mais bien sûr que de pérenniser ça, de monter des écoles, des structures pour accueillir les jeunes, pour les former, et en parallèle, bien sûr, du sport, de les former intellectuellement pour qu'ils sortent avec des diplômes et un bon niveau basket. Et ça va faire monter le niveau général et la culture du basket dans vos localités et territoires. Voilà, merci beaucoup Benoît, des paroles, des conseils, mais aussi un constat très important d'allier le sport et les études aujourd'hui pour mieux servir le basketball, mais aussi de se servir du basketball comme catalyseur pour les jeunes, pour leur éducation, M. Saro. Alors, Diagne, si vous êtes là, Amadou? C'est ça, oui, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion avant qu'on aborde notre deuxième sujet? Mais vous restez connecté, vous restez avec nous toujours. Je reste connecté. Voilà. Non, mais pour dire que il n'est jamais trop tard pour anticiper, pour préparer sa reconversion, ça c'est clair. Par contre, voilà, faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Le sport, c'est bien, ça fait rêver dans un certain sens, mais ma réflexion c'est plus de se servir du basket ou du sport de haut niveau en général pour justement que ça serve de tremplin en gros. C'est ça que j'ai pu faire moi à mon niveau. J'ai jamais eu l'ambition, l'ambition on l'a toujours, mais on a toujours eu le souhait d'être au plus haut niveau. Moi, mon plus haut niveau, ça a été la Nationale 1. J'ai pu faire certaines choses en National 2, mais ça m'a permis de rebondir sur autre chose, et j'en suis très content aujourd'hui, et je souhaite ça à tous les jeunes qui arrivent, parce que le sport, briller dans le sport, ça dure qu'un temps et c'est jamais éternel, mais le fait de pouvoir perdurer après, c'est encore mieux. Donc se servir du basket ou du sport du haut niveau en général pour rebondir. Voilà, merci beaucoup Amadou Diagne. Je rappelle que vous restez pour notre deuxième thème. Tout de suite, on va aborder notre deuxième thème, mise en valeur des joueurs et du jeu basketball par Benoît. Alors, oui, il va faire aussi un exposé sur la gestion. Il va faire aussi un exposé sur la gestion et l'encadrement des classes de basketball. Parce que lui, il est formateur et coaching. En même temps. En même temps, oui. Alors, Benoît, si vous êtes là. Oui, je suis là. Voilà, Benoît, on est très impatient de vous retrouver, franchement. Oui, pour parler d'un thème aussi intéressant, mise en valeur des joueurs et du jeu de basketball, étant donné que vous êtes coach pro et formateur. Oui, j'ai entraîné à haut niveau, j'ai eu cette chance-là, puis après j'ai pris une reconversion, j'ai entraîné à Évreux, Nantes, Les impressions. Et maintenant, je suis... Les impressions précédentes, oui. Vous m'entendez, là? Ouais, Amadou, voilà. Ouais, parce qu'Amadou, voilà. Donc, nous, en fait, on a monté une école de formation avec la Ligue. Voilà, Amadou. Donc, une école de basket spécifique. Amadou, est-ce que vous pouvez un peu couper le son, le micro? Amadou Diagne? Oui. Voilà, si vous êtes là, vous coupez un peu le micro. Voilà. Ouais. Voilà, vous pouvez un peu couper le micro, un petit peu, pour laisser à M. Benoît d'aborder son thème. C'est bon. Voilà. Petit problème. Bon, on va y arriver. Okay. Donc, en fait, c'est une très, très grosse organisation avec les clubs, les comités, puisque dans notre ligue, nous avons 6 comités départementaux. Nous commençons donc par faire du travail de masse, de détection sur les plus jeunes, à peu près à partir de 7-8 ans. Nous avons des cadres techniques spécifiques qui sont embauchés par les départements et la ligue et détachés dans les secteurs.
C'est-à-dire on commence par des gros rassemblements de masse des joueurs qui sont sélectionnés par leur qualité, par leur taille, pour leur avenir aussi, parce qu'on voit que ça va être des joueurs qui vont prendre de la taille, du volume, etc. Et ensuite, la pyramide se resserre. On fait, à partir de ces grands secteurs de masse, on fait des sélections départementales où par catégorie, on va garder pratiquement les 20 meilleurs profils en garçons et en filles. On va faire des matchs, des sélections et on va les suivre sur 3-4 ans. Ensuite, la finalité, pour nous, dans notre ligue, les meilleurs partiront à l'INSEP, c'est-à-dire dans les championnats nationaux avec les équipes nationales. Avant, donc nous formons par secteur où chaque département a ses équipes et après, les meilleurs de chaque équipe départementale sera rassemblés dans des équipes de ligue, c'est-à-dire régionales, sur nos 6 départements. Ensuite, ces meilleurs potentiels vont au pôle espoir. Le pôle espoir garçon qui est à Orléans et le pôle espoir filles qui est à Bourges, là où il y a les 2 clubs de haut niveau, avec Bourges en filles et Orléans en garçons, dans notre ligue. Voilà, on a toute cette filière de formation. Et ensuite, les meilleurs vont dans des centres de formation d'équipes professionnelles, vont renforcer les clubs locaux. Et pour les meilleurs, là on en a 2 qui vont partir à l'INSEP à Paris dans la grande formation nationale. Pour ma part, localement, donc nous avons une section sportive de basket. Donc j'ai eu le frère et la petite sœur d'Amadou Diagne, donc voilà. J'ai eu aussi la famille Sambé, etc. J'ai eu beaucoup de joueurs et qui font leur formation, donc de la 6e à la 3e. Donc c'est comme un sport-études. On regroupe 50 joueurs de la 6e à la 3e par secteur. On en prend à peu près 20 6e, 5e. On se sépare en groupes. Et les meilleurs à partir de la 5e vont intégrer les pôles espoirs. Le fonctionnement, en fait, il se fait sur détection. J'ai fait les détections la semaine dernière pour l'avenir. Donc, on a toujours beaucoup de monde qui sont intéressés. C'est à moi de définir par rapport au comportement 3 critères. Le comportement, le niveau scolaire aussi et le niveau basket. Parce que, on est affilié et on a une convention avec l'école où, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait que des bêtises et qui travaille pas à l'école, il n'est pas pris. S'il y a quelqu'un qui est en cours de formation et que ses notes baissent, etc., il est suspendu. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je suis là. Il y a 1 ou 2 entraînements par jour. Les cours sont aménagés parce qu'en fait, ils sont prioritaires à la cantine et on s'entraîne pendant midi, donc tous les midis du lundi au vendredi, sauf le mercredi. Et pour les plus grands, le soir de 16 à 17 heures, 2 fois par semaine. Et ces joueurs-là jouent en parallèle dans les championnats régionaux dans leur club et dans les championnats élites du championnat de France U15. Voilà. Donc, ils ont des fiches individuelles, ils sont suivis. On est un staff de 3 où, voilà, moi je suis le responsable et le manager de ça. Et donc, les entraîneurs des sélections les voient pour du perfectionnement individuel parce qu'on fait pas de match. Il y a des petites compétitions le mercredi après-midi dans le cadre de l'UNSS, mais surtout, l'objectif technique, c'est le perfectionnement individuel du joueur ou de la joueuse et d'améliorer les points faibles. Par exemple, si on ne sait pas bien dribbler de la main faible, on fait beaucoup de dribble main faible, le travail du tir, de la gestuelle, du positionnement des mains, des pieds, etc. Voilà. Ce qui permet de faire progresser individuellement les joueurs. Et on fait ce que les clubs, parfois, vu qu'ils font des matchs, du collectif, n'ont pas forcément le temps de faire. Voilà. En contrepartie, nous avons aussi des entraîneurs qui viennent se former sur les entraînements, puisque nous avons un CFA des métiers du sport qui prépare un BPGEP, c'est-à-dire un brevet professionnel de basket, et les jeunes viennent aussi quelquefois en formation. Voilà, nous formons et nous sortons aussi des entraîneurs. Les futurs joueurs qui vont au pôle, on leur donne aussi des équivalences pour continuer en parallèle leur cursus d'entraîneur, parce qu'ils peuvent sortir aussi avec des diplômes.
parce que les BPGEPS ou les CQP, c'est-à-dire les certificats de qualification professionnelle, donnent un niveau 4, c'est-à-dire une équivalence au bac. Donc c'est très intéressant pour les jeunes aussi en parallèle. Voilà. Nous avons aussi des entraîneurs réputés qui sortent ici. Aussi, nous avons son papa est sénégalais, il s'appelle Lamine Kébé, qui entraîne maintenant à l'INSEP et dans les équipes de France, qui avait été champion de France avec Fleury-les-Aubrais. Donc c'est aussi une fierté d'avoir et de sortir des entraîneurs. Et là, maintenant, Lamine Kébé est dans les staffs des équipes nationales de l'équipe de France. Et c'est quand même une fierté et une réussite de dire qu'on arrive à sortir des joueurs, qu'on arrive à sortir des entraîneurs, des cadres, justement, pour pérenniser tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, il y a même des gens que moi j'ai formés aujourd'hui qu'on arrive à embaucher comme entraîneurs dans des clubs. Donc ça crée des liens, ça crée des filières, et dès qu'ils voient un joueur de grande taille et tout, ils nous appellent, ils nous l'envoient, parce que la section sportive là du collège Condorcet, elle a maintenant 20 ou 25 ans d'existence, et nous avons des joueurs comme Sékou Doumbouya qui a été drafté, qui y est passé, Elena Siak qui est l'intérieur de l'équipe de France, qui habitait juste à côté aussi à Semois, qui a fait partie, Laurent Bernard, enfin beaucoup dans la famille Diagne et tout, et je peux en citer des dizaines et des vingtaines. Jean-Philippe Dali aussi, qui est africain maintenant, qui joue en Pro B à Évreux. Bon, on a eu beaucoup de gens qui se sont formés chez nous et qui ont réussi. On les a aidés à s'en sortir parce qu'au début c'était compliqué. Il y a aussi des cas où c'est compliqué au niveau des études, mais grâce à ça, grâce à cette motivation, grâce à cette pression un peu qu'on met parce qu'on est là tous les jours, parce que la priorité c'est pas le basket, la priorité c'est le comportement et les études. Et le basket suivra ensuite, et on permet justement de relever des résultats. Et après, même des gens qui étaient en difficulté chez nous, qui ont le bac avec mention. Et ça, c'est aussi une réussite. Et j'en reviens un peu au projet que SACO veut mettre en place. J'ai dit que j'essaierai de les aider parce que bon, j'ai beaucoup d'expérience dans la formation et des joueurs et des cadres. Et si je peux vous aider avec Mathieu Faye et tous les gens que je connais, j'hésiterai pas à le faire. Voilà. Voilà, Benoît, vous avez abordé, vous avez fait le contour même du recrutement en partant de la petite catégorie, donc jusqu'à l'université où voilà, ça sera un joueur professionnel qui va sortir sur ce parcours qui est un parcours du combattant alliant les études mais aussi les sports. Alors, si vous pouvez un peu faire approximativement une étude comparative par rapport à celui ou bien un athlète, un basketteur qui passe sur ce parcours, sur ce chemin, je veux dire en cumulant les deux, le sport et les études, alors que d'autres qui ne prennent pas ce chemin et qui sortent du lot pour être un joueur professionnel. Pouvez-vous, en tant que formateur, faire une petite différence du point de vue qualité du jeu sportif, mais aussi du point de vue comportement? Oui, il est certain qu'on travaille beaucoup là-dessus, car aujourd'hui, on s'aperçoit que les centres de formation en France, quand il y a des joueurs à qualité égale, parce qu'il y en a, ils ont des choix à faire. Et la différence après se fait sur le bulletin de notes, parce que c'est un peu le CV scolaire et le suivi d'un jeune, c'est ce que je leur explique. Et il y en a un, là, cette année, qui n'est pas pris au pôle espoir. Bon, je l'ai prévenu déjà plusieurs fois parce que les notes ont baissé, le comportement aussi. Et il pleurait un peu. Mais j'ai dit, tu vois, je t'ai toujours prévenu, je te l'ai toujours dit. Des joueurs comme toi, t'es un très bon joueur, il y en a. Voilà, il s'appelle Messi, qui est peut-être un futur grand. Mais après, c'est pas parce qu'on va pas au pôle ou dans un centre de formation qu'on ne réussit pas forcément. Voilà. Sékou Doumbouya, il a été drafté, etc. C'était pas forcément quelqu'un qui travaillait beaucoup à l'école. Bon, il a réussi dans le basket. On peut réussir, mais le comportement et l'être humain et le respect, il est important. Et on peut pas arriver dans des structures si on a des résultats qui sont catastrophiques, si on a un comportement catastrophique, etc. Ça ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, les grands centres de formation ne veulent pas gérer l'extra basket et tous les problèmes associés. Voilà. Maintenant, même si on a un grand joueur, bon, il y en a qui font des efforts, etc., de vous prendre,
Mais après, il faut s'orienter vers d'autres filières où on s'entraîne plus au basket et il faut être sûr d'être professionnel. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, si malheureusement, il faut penser à la blessure, il faut penser à la reconversion. Le basket, ça ne dure qu'un temps. Et si malheureusement, la première ou deuxième année de son contrat professionnel, on a une grave blessure et que tout s'arrête, si on n'a pas en parallèle des études pour travailler et tout, ça devient compliqué. Et encore plus chez les filles, où je leur dis, attention, il y a très peu de filles qui vivent très bien du basket, à part les internationales. Donc, il faut travailler à côté, il faut avoir des diplômes. Et en plus de votre métier, eh ben, vous irez jouer dans des clubs qui vous aideront peut-être un peu financièrement pour trouver un travail, pour trouver un appartement. Et voyez, on travaille sur plusieurs profils. Il y a le grand joueur professionnel qui va être en NBA, qui va gagner beaucoup d'argent, qui n'a plus besoin de travailler, enfin, entre guillemets. Bon, il y a des joueurs professionnels qui gagnent de l'argent mais qui ont besoin d'une reconversion. Il y a des joueurs semi-professionnels qui doivent travailler en parallèle de leur travail et jouer au basket. Et puis il y a des gens qui vont être aidés par le club parce qu'ils ont un bon petit niveau de National 2, National 3 et qui peuvent avoir un appartement, payer des études ou une reconversion. L'avantage quand même qu'on a en France, c'est qu'avec tout le système de Pôle emploi, etc., c'est que nos joueurs professionnels, là je suis en train d'en aider un, qui est un joueur professionnel pour une reconversion, et le syndicat national des joueurs professionnels donne des fonds, aide les joueurs à prendre une reconversion pour un métier. C'est-à-dire qu'il y a un suivi derrière. Voilà. Vous savez qu'en France, il y a des systèmes d'aide, de syndicats, le Pôle emploi qui peut aider sur des formations professionnelles parce qu'on n'a plus de travail. Et là, on a des joueurs professionnels qui vont rentrer dans notre cursus de formation d'entraîneur pour continuer à servir le basket, et peut-être que ce seront les futurs entraîneurs locaux et professionnels. Donc, vous voyez, on a plusieurs cursus, mais on a très peu d'échecs. Vous savez, dans ma section basket, aujourd'hui, sur 50 gamins, j'en ai 35 ou 37 qui ont les félicitations ou encouragements. Voilà. Après, sur les 50, on en a 2 ou 3 qui sont un peu à la rue, c'est-à-dire, c'est normal, mais on est globalement largement au-dessus des standards et des pourcentages du collège et de l'école. Parce que ils ont une motivation, ils ont quelque chose en parallèle qui leur sert à quelque chose et qui les tient en éveil pour avoir des bons résultats. Et ça, c'est le basket, c'est le projet, et envie de réussir. Parce qu'à cet âge-là, bien sûr, ils rêvent tous de jouer à plus haut niveau et en NBA. Mais mon rôle aussi, c'est de dire, attention, tu joueras peut-être pas ou jamais en NBA, t'as pas le niveau, t'as pas le profil, t'as pas ça, donc faut faire attention d'aussi bien travailler en parallèle à l'école. Tout le monde ne va pas jouer à NBA. Vous savez, quand Sekou Doumbouya a été drafté, j'étais avec lui à la draft à New York, la rentrée d'après, j'ai eu plein de demandes. Il y a des gens qui m'ont même appelé, ouais, mon fils, comment on fait pour jouer en NBA? Est-ce que je peux vous le donner? Ah ben, je dis non, mais moi, je suis pas, on m'appelle peut-être le sorcier, mais je suis pas un magicien. Moi, je peux pas, un footballeur, je vais pas l'envoyer en NBA en 2 ans ou 3 ans. Ouais. Bon, ça me fait rire, que c'est des anecdotes qui sont vraies. Et il y en a plein qui me disent, ah, tiens, Benoît, tiens, je connais maintenant, bon, j'ai la filière toute africaine et autres qui m'appellent, tiens Benoît, je connais mon cousin, j'ai un cousin qui est grand, j'ai ça, j'ai ci, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux, bon ben je dis tu me l'envoies, je vais regarder s'il a du potentiel pour rentrer. Mais voyez maintenant, nous on a tellement une bonne cote que les gens, ils nous appellent directement, et les cousins, les trucs, la famille et tout ça, ils ont confiance, ça fait tellement longtemps qu'on connaît tout le monde, les frères, les grands frères. Bon, peut-être que si Amadou, il a 3 enfants, il va peut-être me les envoyer. Dépêche-toi, parce que je suis plutôt... dans 7 ans, je suis à la retraite, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça se passe de père en fils, de trucs comme ça, et que je connais les parents, les grands-parents, tout ça, tout ça. C'est comme, voilà, c'est... Mais bon, c'est intéressant comme travail et tout, parce qu'il y a beaucoup aussi de... Il y a du lien, il y a du lien social. Il y a du lien familial, il y a de l'affectif, il y a tout ça. Et ça, c'est fort, c'est riche, c'est ça. C'est ça qui me passionne. Parce qu'une fois arrêté d'être pro, j'ai toujours dit, je n'entraînerai plus jamais de senior de ma vie. Et on m'a contacté.
même localement, on m'a proposé plus d'argent, tout ça pour faire ça. J'ai dit non, je n'ai jamais réentraîné une équipe senior de ma vie. Depuis 15 ou 20 ans que j'ai arrêté d'être professionnel. J'ai dit, je m'étais mis ça dans la tête, d'aider les jeunes, les démunis, parce qu'il y a des fois, je paye un électrocardiogramme, je paye des trucs, j'essaie de trouver des chaussures à des gamins dans le besoin, parce que je travaille des fois aussi dans des cités. J'ai travaillé à Évreux, dans les cités vraiment difficiles où c'était dur pour les gamins, et je les ai toujours aidés. Voilà. Et moi, j'ai un rôle qui est plus important que le basket ou que la gloriole du professionnalisme. J'essaie, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même réussi des choses dans ma carrière, mais les choses les plus importantes, c'était peut-être pas d'avoir été entraîneur professionnel. C'est de voir ces gamins-là s'en sortir, s'épanouir et continuer derrière. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et qui viennent me voir. J'ai été dur parce que j'étais un entraîneur très, très dur, très directif. Mais aujourd'hui, ils traversent tous la rue pour venir me serrer la main et me dire bonjour. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Une fierté vraiment, au-delà même de l'aspect sportif. Vous formez des hommes qui seront demain des responsables, des hommes qui seront demain des leaders, de vrais hommes. En tout cas, félicitations et tous nos encouragements. Alors, M. Sakho, ce modèle vous inspire quand même? Oui, il nous inspire effectivement parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on veut organiser un camp de basketball pendant les grandes vacances. On est en train de le préparer. On envisage de le faire au mois d'août. Au mois d'août parce qu'au mois d'août, c'est les grandes vacances. Alors nous voulons inviter par exemple les équipes de basketball de petite catégorie. Benoît va participer sur ce programme. Bon, il n'a pas aménagé son agenda pour venir. Il m'a dit qu'il est trop pris. Il faut qu'il vienne en Afrique. Hein? Oui, il va venir. Il me l'a promis. Il me l'a promis, il va venir. Je vais venir. J'ai un camp de basket avec 200 gamins qui s'appelle le Pro Basket Camp qui est à Blois. Donc j'ai 200 gamins qui viennent. Ok, c'est ça. La norme. Là, cette année avec le Covid et tout, c'est très très compliqué pour me déplacer, pour tout ça. J'ai promis à Sakho que je viendrai. Et je viendrai. Ouais, Inch'Allah. Donc c'est promis. Parce qu'on veut faire une stratégie de recrutement et de mise à niveau du jeu de basketball. C'est-à-dire dans la petite catégorie et dans les universités, dans le championnat universitaire. C'est-à-dire, on veut par exemple organiser un camp de basketball pendant les vacances avec un tournoi des U16 pour les camps de basket traditionnel, le populaire. Ou par exemple une école qui voudrait par exemple avoir une équipe de petite catégorie, soit U16 ou U18, puisse recruter à partir de ce tournoi. Maintenant, la motivation est que les élèves basketteurs de petite catégorie qu'on va recruter doivent être primés de bourse d'études. C'est-à-dire une équipe, par exemple, qui est intéressée par un joueur avec les talents, il lui propose, par exemple, de lui offrir une bourse dans son école pour qu'il puisse jouer dans l'équipe de basketball de son école. Maintenant, je lance un appel pour les universités, par exemple, pour le tournoi de U18. Les universités, par exemple, qui n'ont pas encore d'une équipe performante, de pouvoir se préparer à venir participer à ce camp de basket où ils pourront par exemple recruter des joueurs et en former une équipe à leur école. Très bien. Ça c'est très important. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ce projet que Sakho vient de dire? Benoît. C'était une question pour moi? Oui. Qu'en pensez-vous de ce projet? Non, mais je pense qu'il est très cohérent parce que de toute façon, la filière, elle est sur l'encadrement. Les tournois, c'est très important. Les stages de vacances, les stages d'été, c'est là où les joueurs progressent, où ils sont libres mentalement, où il y a moins d'écoles et tout. Bon, malgré qu'il y ait des camps aussi qui fassent un peu, par exemple, des cours d'anglais parce que spécifiques au basket, tout ça, parce que ça fait partie aussi de notre culture. Et voilà, donc c'est très important en plus de montrer les joueurs
de son camp, le MVP, tout ça. Et moi, je connais des gens qui partent après aux États-Unis parce qu'ils se sont fait repérer sur des camps ou sur des tournois, parce que là, ils sont dans les compétitions. Ils sont aussi dans dans l'opposition. C'est là qu'on les voit vraiment en phase réelle. Et je pense que c'est très important qu'il y ait justement des scouts pour donner la chance justement aux gens, soit au Sénégal ou ailleurs, de pouvoir évoluer, de partir dans les meilleures équipes et peut-être les meilleures universités américaines qui pourraient être aussi une finalité, ou les centres de formation des grands clubs professionnels en Europe ou en France. Voilà, Saro. Oui, bon, on va demander à Ibrahima Thomas, qui est présentement à Kigali. Il joue à l'AS Police, qu'il a recruté tout récemment pour le tournoi de la Ligue de basketball africaine. Il est présentement à Kigali. S'il est en ligne, il peut se présenter, parce que c'est à lui d'animer l'autre thème, le troisième thème. Voilà, pour terminer avec Benoît. Hein. Oui, mais Benoît, tantôt vous avez parlé des championnats les plus chippés, par exemple la NBA. Vu le parcours que vous réservez à vos joueurs, à vos jeunes, en cumulant les études et le sport et les études, est-ce qu'il y a un impact par rapport au recrutement? Oui, bien sûr, parce que vous savez, quand on va aux États-Unis, les États-Unis, quand même, au niveau basket, ils ont quand même beaucoup d'années d'avance, même sur nous les Français, des dizaines ou quinzaines d'années d'avance, puisqu'ils savent tout. Ils ont des scouts partout, ils ont des renseignements partout, et ils peuvent pas se tromper, parce qu'il y a tellement d'investissements. C'est pour ça aussi que la détection et tout le scouting, il est très très important. Bon, moi, j'ai vu pour les joueurs qui sont partis en NBA, même dans l'école où je suis, il y a des gens qui ont appelé pour savoir quel comportement il avait, s'il était à l'heure, si, vous voyez, même des comportements extérieurs. Il n'y avait pas que les études, comment il était avec les profs, etc. Et il y a des filières de scouting, aussi bien pour la NCAA que pour la NBA, qui est terrible. Et on passe pas à travers les mailles des filets. Voilà. Et donc, dès qu'ils sont intéressés par un joueur, ils ont des réseaux vraiment très au point et exceptionnels. Nous, là-dessus, sincèrement, on est en retard. Voilà, ça progresse. Alors, Benoît, si Amadou Diagne est là, Amadou? Oui, je suis là. Voilà, Amadou, vous avez entendu Benoît, qui vous connaît très bien même, qui connaît la famille, en écoutant parlant Benoît. Qu'est-ce que tu peux retenir par rapport à son exposé? Toujours, franchement, ça fait plaisir d'entendre tout ça, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, même s'il s'est jamais vraiment occupé de moi. C'est plus mon frère, mes deux sœurs qui s'est occupé. Moi, j'ai connu son frère, par exemple. J'ai fait partie justement des premières classes basket là où il est actuellement. Donc, c'était en 2000-2001, il me semble. Hein. Donc, ça remonte, hein, ça fait 20 ans déjà. Donc voilà, c'était une expérience que j'oublierai jamais, parce que je me rappelle que c'était vraiment, tout était conditionné pour qu'on puisse apprendre à l'école bien sûr, mais aussi au basket, et il y avait ce double projet qui faisait que ça nous permettait de pouvoir rêver quoi, hein, quelque part, hein. Ça nous permettait de se dire on a une chance par ce biais-là d'être un jour professionnel, parce qu'on voulait tous être dans le basket. Voilà, sauf que comme il a bien dit, à un moment donné, on va pas tous finir professionnels, donc il faut pouvoir l'anticiper, il faut pouvoir y préparer. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, moi j'avais 12-13 ans, je pensais pas du tout à la reconversion. Hein. Voilà, à cet âge-là, t'es encore enfant, donc. Mais tout ça pour dire que ce qui met en place depuis de nombreuses années maintenant, avec beaucoup de jeunes que moi je connais, qu'il a pu entraîner. C'est formidable, parce que il faut ce genre de personnes qui puissent te donner au moins les moyens de pouvoir réussir. Voilà, surtout dans des quartiers où c'est un peu difficile socialement, où les familles ont beaucoup de difficultés. Le sport permet justement d'être là en tant qu'échappatoire pour pouvoir justement derrière donner une perspective à ces jeunes-là. Et lui,
il met en place des choses qui permettent justement aux jeunes de pouvoir rêver un petit peu, quoi. Et ça, c'est franchement, c'est top, quoi. Et surtout que c'est dans mon coin, donc à Orléans. Voilà, c'est c'est une fierté de savoir que ça se passe chez nous, quoi. Et franchement, c'est quelque chose de bien. C'est ce qu'il fait, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup à Amadou Diagne de ces témoignages très très importants. Et Benoît, je pense qu'aujourd'hui, vous faites la fierté des jeunes athlètes, des basketteurs qui ont passé donc au niveau de ta formation, au niveau. On peut citer Sekou Doumbia qui est drafté au niveau de NBA. On peut citer Tariq Abdul Wahab de NBA. On peut aussi citer David Frigout, Jean-Marc et tant d'autres. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui, Benoît, de former tous ces jeunes aujourd'hui qui sont au haut niveau? Ils sont bons. Je les accompagnais à des moments. Parfois, dans la vie, on ouvre des portes aux gens, on essaie de les aider. Voilà. Et après, c'est eux qui vivent leur vie. Ils ont eu d'autres entraîneurs, ils ont eu d'autres structures, etc. Moi, je les ai aidés à un moment important pour ouvrir les portes. Et après, c'est eux qui ont fait leur chemin. Tout n'est pas grâce à moi, mais des fois, d'ouvrir la première porte, elle est importante. Et je pense que c'est moi qui ouvre ces premières portes aux jeunes. Voilà. Après, ils ont d'autres entraîneurs, ils ont d'autres structures, ils évoluent, ils progressent. Voilà. Et moi, je les suis tous à distance. Je sais où ils sont, où ils jouent, ce qu'ils font. Voilà. J'ai des nouvelles tout le temps d'eux. Et puis, c'est ma vie. Moi, je demande rien. Je leur ai jamais demandé rien du tout. Même ceux qui sont à NBA, tout ça. Voilà. Après, s'ils me recontactent, ils me recontactent. Mais moi, c'est pas moi qui force la main. Maintenant, ils vivent leur vie. Ils sont grands. J'espère qu'ils se rappelleront d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait. Comme nous, on a eu des maîtres, on a eu nos formateurs qu'on respecte. Voilà. Et si on est là aussi, nous, c'est grâce à des gens. C'est pour ça que de pérenniser, d'avoir des liens, des filières, c'est très important. Et nous, on a fait partie de cette génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat pour transmettre et pérenniser. Et voilà, c'est une fierté. De toute façon, les gamins, ils n'oublient pas. Voilà, ils n'oublient pas. Ce passage-là. Il y en a même qui me disent, ouais, tu te rappelles et tout, ça c'était le bon temps et tout. Il y en a même que quand je suis à l'entraînement, qui reviennent. Ibrahima, le frère d'Amadou, quand il peut venir, il vient. Jean-Philippe Dali, pareil, ils viennent à l'entraînement, puis hop, je les fais parler et tout, parce que j'ai d'autres joueurs dans des centres de formation, à Limoges, un peu partout. Et puis ils expliquent un peu qu'ils étaient là et tout. Alors les petits, ils ont les yeux grands ouverts, c'est leur tête. Donc ils disent, ah tiens, lui il a réussi, pourquoi pas moi? Voilà, c'est tout. Et on fait rêver un peu les gens. En tout cas, merci beaucoup Benoît, un modèle très très important aujourd'hui. Vous accompagnez les jeunes, surtout les jeunes athlètes basketteurs. Ça aussi, vous faites du bon boulot par rapport à votre domaine. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons aborder notre troisième thème. Ibrahima Thomas, si vous êtes là, l'international sénégalais, qui va nous parler des relations entre l'encadrement scolaire, sportif et le joueur pour une bonne performance. Alors, Ibrahima, si vous êtes là, Ibrahima Thomas. Voilà, Ibrahima. Il est actuellement à Kigali, en Sahara. C'est un peu difficile par rapport à ces compétitions. Oui, ils sont en train de préparer leur ouverture de mai de la balle, du tournoi de la balle. Mais bon, il m'avait dit qu'il est disponible. Il est même en ligne tout à l'heure. Bon, il ne va pas tarder à entrer et faire et nous faire une intervention brève de ce qu'il a pu avoir comme expérience avec son encadrement scolaire et technique par rapport à ses études et par rapport à sa carrière sportive. Lui aussi, il a fait les universités, les NCAA aux États-Unis. Il a fait des universités d'États-Unis où il a joué en petite catégorie dans les écoles
en France et puis dans les universités aux États-Unis. Effectivement, il a aussi joué avec les équipes universitaires, comme vous l'avez tantôt dit. Il a joué au Cobaye, il a aussi joué au niveau donc de l'équipe nationale. Il est pivot. Actuellement, il se trouve à Kigali pour le tournoi La Balle. Hein. Actuellement, même l'AS Douane se trouve au niveau à Kigali pour préparer donc ce tournoi très important du basketball africain. Alors, les relations entre l'encadrement scolaire sportif et le joueur pour une bonne performance. Alors, Ibrahim Thomas, si vous êtes là. Et voilà, il est parti. Pour le moment, il n'est pas disponible. Mais nous restons toujours avec Benoît. Oui. Benoît, aujourd'hui, que pensez-vous de l'encadrement et le milieu sportif en tant que formateur? Quelle relation doit exister entre les formateurs, l'encadrement, les athlètes, les joueurs pour avoir de très bons résultats? En fait, il faut être... nous, notre fédération, quand même, nous donne des plans de formation que l'on doit respecter, voilà, des filières, etc. Et nous avons des cahiers de formation sur les différents brevets fédéraux, c'est-à-dire à la base. Après, nous avons des CQP, des DE, enfin des diplômes d'État pour aller vers le haut niveau, et chacun coach et se forme à son niveau. Et ça, c'est très important parce qu'on a des cahiers et des contenus techniques à respecter, des filières. Il est très important, je pense, que quand on forme, quand on veut former des coachs, c'est d'avoir une unité de formation et de parler le même langage. Voilà. Que tout le monde parle sur les schémas, surtout sur la technique individuelle, sur la formation du joueur, sur les concepts de jeu qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut faire de la défense tout terrain? À quel âge? Nous, on interdit par exemple les défenses de zone au plus jeune âge. On a le droit d'en faire qu'à partir de U15, voilà, etc. Donc ça, déjà, c'est de parler le même langage et d'être solidaire. Bon, bien sûr, il y a des méthodes de formation qui sont différentes dans certains centres de formation, dans certaines ligues, dans certains... Voilà, il y a toujours un petit peu des différences ou des coachs qui n'ont pas la même philosophie que les autres. Ça arrive. C'est pas pour ça qu'ils ont tort, c'est pas pour ça que... Voilà. Mais bon, c'est assez riche. Nous, l'avantage en France, c'est que du niveau départemental, régional et national, nous avons des conférences et des fois des colloques d'entraîneurs pour se regrouper et partager. Voilà. Après, nous avons un syndicat des entraîneurs de basket qui propose des choses où, voilà, à chaque fois qu'il y a des compétitions, il y a 2 ou 3 entraîneurs qui font des interventions techniques ou théoriques. Je pense qu'il y a en parallèle justement avec SACO de tous ces tournois, eh bien, de prendre des coachs qui peuvent être des coachs étrangers, des coachs locaux, des coachs de tout niveau, et en parallèle du tournoi, où les gens qui viennent coacher font une petite intervention technique ou théorique sur leur philosophie pour échanger, voilà, avec tout le monde. Et je pense que ça serait assez riche et à mettre en place en parallèle de tous les tournois. Voilà, pour partager en fait techniquement tous les contenus. Parce qu'il y a des gens qui travaillent différemment et puis on apprend toujours des autres. Vous savez, moi, à mon époque, il y avait beaucoup moins d'Internet, il n'y en avait pas. Il y avait très peu de contenu technique. On avait 1 ou 2 livres et on apprenait en allant regarder les autres. Moi, j'ai appris à entraîner. Je passais des heures dans les gymnases à regarder des entraînements de coachs professionnels, voilà. Et j'observais, je prenais mon carnet, je prenais des notes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Internet, beaucoup trop. D'ailleurs, pour les formations et tout, c'est des fois un peu gênant parce que on regarde un tuto, on regarde un petit truc de quelques secondes et puis on croit qu'on sait. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que même encore à mon âge, bon, j'ai quand même 55 ans maintenant, eh ben, j'arrive à regarder d'autres entraîneurs, à apprendre encore des choses. Et je pense que ça, si on veut pas vieillir,
eh ben, il faut être ouvert aux autres et partager en tant qu'entraîneur. Je pense que de faire des regroupements et des colloques d'entraîneurs au Sénégal en parallèle des camps et des matchs, je pense que ça serait une très bonne chose à mettre en place. Effectivement. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé un jour d'avoir un joueur ou bien un athlète qui est performant au niveau du basketball, au niveau sportif, qui fait des résultats et au niveau des études, voilà. Il chute un peu. Il chute. Oui. Et quelle méthode vous utilisez en ce moment? Vous savez, en général, bon, plus des fois, ils pensent que les études, c'est pas important. Et qu'ils vont aller en NBA, gagner plein d'argent, donc ils n'ont pas besoin de diplôme. Ça peut arriver. Voilà. Et oui, c'est déjà arrivé. C'est dommage. Mais bon, tant mieux après pour eux s'ils vivent que du basket et qu'ils gagnent leur vie dans le basket. Mais à un moment, même quand on fait une reconversion, il faut quand même avoir un niveau de base. En France, il faut quand même avoir il y a le brevet des collèges, il y a des niveaux qui font que voilà, c'est important. Il y a des caps à passer. Bon, il y a le bac, on peut avoir un BEP, un CAP. Bon voilà, c'est d'avoir un peu un métier dans les mains, comme on dit. Mais oui, ça arrive souvent que je vivrai du basket, l'école, je m'en fous. C'est plus facile d'aller faire 10 heures de basket en plus que 10 heures de devoirs à cet âge-là. Ça, c'est certain. Bon, les filles, c'est pas pareil. Il faut dire que les filles, chez nous, sont beaucoup plus consciencieuses et tout que les garçons. Les garçons, ils ont tendance à jeter le sac et puis aller s'entraîner, courir. Bon, je vais pas trahir des secrets. Bon, je sais pas si mes élèves vont m'écouter. Bon, moi, je suis natif de Neuville-au-Bois, là où il y avait beaucoup d'éducateurs, Gilles Maléco et tout, que vous connaissez bien Amadou. Bon, souvent, quand même, il y avait un terrain derrière l'église, je posais le sac et j'allais faire des tirs plutôt que mes devoirs. Ça m'arrivait quand même souvent. Bon, j'ai eu la chance ma mère me tapait sur les doigts en disant toujours, c'est pas le basket qui te donnera du pain, c'est-à-dire qui te donnera un métier. Et je lui ai redit de temps en temps, c'est le basket qui m'a fait vivre et qui m'a donné un métier, mais parce que j'ai compensé par la passion. Voilà. Et à un moment, dans la vie, il faut travailler. Et j'ai travaillé au moment où il fallait pour réussir ça. Ouais, alors, un bon exemple, hein? Un pédagogue. Alors, Benoît, sans plus tarder, Ibrahima Thomas, si vous êtes là, bonjour. Alors, Ibrahima. Allô, Ibrahima. Je vous entends. Ibrahima? Ouais, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Alors, Ibrahima? Je suis désolé, hein, la connexion elle était comme un petit peu. Ouais, ça se comprend là. Vous êtes un peu chargé, ça se comprend. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder votre thème. Voilà. Voilà, vous restez sur place. C'est excellent ici. Hein. Voilà. Orientez un peu l'écran. Très bien, c'est bon, on te reçoit. Voilà. Vous êtes en place? Alors, Ibrahima, sans plus tarder, nous allons aborder votre thème, les relations entre l'encadrement scolaire, sportif et le joueur. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce sujet? Le réseau n'est pas bon, hein, Ibrahima, malheureusement. On t'attendait depuis. Alors, Ibrahima? Alors, Sakho, si vous avez des mots à dire par rapport à ce thème, le temps qu'il règle un peu les aléas techniques. Oui, en effet, même Benoît a un peu abordé le thème sur la formation et l'encadrement technique des joueurs, l'encadrement technique et sportif des joueurs. Parce que ce qui nous a amené à demander à se débattre sur ce thème, c'est que dans nos perspectives de développement du basketball scolaire, on veut dès l'année prochaine organiser des tournois entre les collèges et les académies, c'est-à-dire les U16, les U16. Voilà. Voilà, Ibrahim. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Ouais. Le temps que... Voilà, M. Sakho, le temps qu'on peut parler avec... Oui, Thomas, rapidement, je sais que tu es chargé. Ouais.
Ouais, là, on est extrêmement chargé. Là. On doit jouer. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour des matchs amicaux, vu que la compétition va commencer demain. Oui, mais bon, un peu est-ce que tu peux nous mettre dans l'ambiance qu'il y a à Kigali? À Kigali, surtout. Bon, pour le moment, en ce moment, en fait, depuis qu'on est ici, ça fait 2 semaines. Ils ont mis chaque joueur dans une chambre. Et c'est extrêmement difficile parce que tu peux même pas rester avec tes compatriotes. Donc le protocole sanitaire c'est tellement strict, c'est comme à la NBA Bubble en fait. Ok. Merci. Maintenant, tu peux rapidement. Ouais, allez-y. Oui, tu peux rapidement entrer dans le thème, comme ça tu vas nous expliquer un peu de ton expérience et ta carrière scolaire et universitaire par rapport au basket. Les relations entre les... Vas-y. Moi, je dirais peut-être que sur le côté africain, par rapport à l'expérience que j'ai eue, vu que j'ai fait mon cycle, j'ai fait un cycle scolaire à Dakar avant de partir aux États-Unis. Même si je suis parti aux États-Unis un peu à bas âge. Bon, il y avait un programme qui existait spécialement au Sénégal, parce que je ne connais pas pour les autres pays. On appelait ça UASU. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Oui, c'est ça. Le sport à l'école. Ouais, donc moi, le programme que j'avais vu en fait qui développait peut-être le sport, je dirais même pas le basket, mais le sport dans le milieu scolaire, c'était le IASU, parce que ça permettait à beaucoup de gens. Il y avait même, moi je me rappelle lorsque j'étais au collège Saint-Pierre, on partait au lycée Blaise Diagne pour regarder les jeunes là-bas jouer, vu qu'on était une école privée catholique, donc on ne faisait pas partie du IASU. Mais il y avait quand même des athlètes qui sont sortis de l'IASU en fait, qui ont bénéficié de bourses pour aller dans des écoles, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, et qui sont sortis de l'IASU. Mais maintenant, l'IASU, ça n'existe plus. Donc, de ce fait, le cadre de sport-études qu'on veut insérer à travers les jeunes, ça devient un peu plus difficile, tu vois. Parce que si tu as pas de sport à l'école, les jeunes, ils sont obligés de sortir. Il y en a même qui vont dans les régions pour rejoindre des centres de formation. Ça devient un peu plus difficile. Oui. Allô? Oui, effectivement, justement, tu as parlé de IASU. Effectivement, on a constaté que le développement du sport de manière générale, le développement du sport scolaire a un peu régressé dans les années 90-2000 par rapport aux années 80. Parce qu'aux années 80, nous nous rappelons par exemple des cadres que le sport-études a pu sortir, des cadres comme par exemple le feu Kebambey qui a été un grand intellectuel et qui a mis en place le tribunal arbitral du sport, le TAS. On a eu aussi le feu Ablaye Seye Moro qui a été le premier président africain de FIBA. On a eu aussi Lamine Diack à qui on rend hommage et qu'on remercie et qu'on encourage d'ailleurs, qui a eu à être le président de CIO. Donc tous ces cadres intellectuels sont passés par le sport-études. Et le sport-études de manière informelle. Je dis bien de manière informelle. Ils ne sont pas passés par les académies, ils sont passés par l'UASU. Et ils alliaient sport et études. Et ça ne les a pas empêchés d'être de grands intellectuels et évoluer d'ailleurs dans le milieu sportif. Comment vous voyez par exemple cette régression par rapport à ces générations? Par exemple, moi, par rapport à ça, vous m'avez même aidé à me rappeler. Pour vous dire, moi par exemple, je vais vous donner un circuit sur mon trajet, de là où je suis passé et tout. Bon, je vais citer quelques noms que tu vas peut-être connaître, comme Coach Potin, ou bien le feu Busnel Diagne. Coach Busnel Diagne, je sais que vous connaissez. Oui. Donc ça, c'est des gens, ou bien Ado Sano, que vous connaissez, qui travaillent à l'INSEF. Oui. Ça, c'est des gens que j'ai connus. Ça, c'est des gens que j'ai connus lorsque j'étais très, très, très jeune. Je dirais même qui font partie des gens qui ont fait le fondement d'Ibrahima Thomas. Parce que je jouais à l'AS Douanes lorsque j'étais en mini, mais en cadet. Ok. Donc, ça, c'est des gens qui étaient non seulement
des clubs techniques, des équipes nationaux ou bien dans les fédérations et tout, mais aussi ils étaient des professeurs ou bien même à la limite des cadres du milieu sportif dans les écoles ou dans les universités. Oui. Donc après ça, tu vas intégrer un centre de formation qui m'a permis d'aller aux États-Unis, comme celui de Babacar Sy, où on était et on avait par contre des professeurs qui venaient jusqu'à la France pour nous faire des cours. C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine légitimité entre l'UASU et les académies. Parce que l'UASU, c'était un peu plus ouvert. Moi, je me rappelle, j'étais dans une école privée catholique, mais j'avais des amis qui étaient à Bresdagne, comme je vous ai dit, que j'allais voir. Mais tu les voyais aller à Saint-Louis pour jouer. Tu vois, tu les voyais aller faire des jumelages à Louga ou à Ziguinchor. Déjà, de un, c'est extrêmement important parce que ça leur permet de découvrir, en tant que jeunes, le Sénégal. Oui. Ça leur permet de découvrir la culture. Ça les éduque par rapport à la vie. Et en plus, ils sont en train de pratiquer un sport qu'ils aiment. Oui. Très bien. Donc c'était un peu, il y avait une certaine melting pot, en fait, dans le monde du sport, où je dirais même que l'UASU, si tu regardes bien, c'était comme l'NCAA des États-Unis. Oui, c'est juste que l'NCAA, c'est un peu plus high level, avec une organisation exceptionnelle. Parce que tu vas prendre une école qui est aux HLM, contre une école qui est à Guédiawaye, avec une école qui est à Saint-Louis. C'est la même chose si tu prends Kentucky et Californie et New York. Oui. Alors, donc c'est ça en fait qui nous manquait. Ouais. Allez-y, ouais. Et aujourd'hui, je pense que Sahro, il est en train de travailler sur ça avec Up School. Eux, ils sont en train d'organiser des tournois entre les instituts à Dakar comme dans les régions. Et comment voyez-vous ce tournoi est-ce que vous pensez que c'est prometteuse pour relever un petit peu le plateau du basketball, même si le basket à l'école, c'est bien possible? Bon, tu vois, moi, par exemple, moi, je salue cette initiative et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas se voiler la face dans le milieu du sport. Moi, peut-être, à Dakar, je ne travaille pas dessus, mais j'ai beaucoup de partenaires avec qui je travaille. Des gens comme Fadi, qui est maintenant en contact et qui s'occupe du basketball dans les pays comme Dubaï. Et vu que j'ai fait mon circuit dans les pays arabes, son initiative, moi, j'ai toujours dit qu'au niveau du ministère des Sports, il faudrait qu'on ait un budget. Et que ça soit pour les équipes nationales, que ça soit pour les écoles, que ça soit pour toutes les fédérations. Il doit avoir un budget qu'on doit voter pour dire que bon, voilà ce qui va se passer, voilà le programme qu'on va établir. Et il faut établir ce programme avant même que l'année scolaire il arrive. De la même façon que tu établis un programme pour une classe, lui, en ce moment-là, avec l'appui du ministère, il peut avoir un programme très défini pendant l'été, jusqu'à ce que lorsque l'école commence, il va suivre son programme. Oui. Avec l'appui du ministère. Et avec les fédérations quand même, parce que aussi sont des compétences transférées. Donc le ministère des Sports est la tutelle, mais il y a aussi les fédérations. Peut-être que les fédérations vont développer un projet, le sport à l'école, que ce soit le basketball, que ce soit les autres disciplines. Et à partir de là, en partenariat peut-être avec le ministère de l'Éducation nationale pour organiser le retour du sport à l'école, l'UASU que vous parlez tout à l'heure. Bon, moi je ne sais pas personnellement côté politique. Mais je peux vous dire une chose. D'après les études que j'ai faites, même si la fédération, il développe un programme comme vous dites, moi je pense que le programme il doit être défini au milieu de la tutelle. Parce que c'est la tutelle qui rend aux autres... C'est comme si le président de la République, le conseil des ministres, un ministre, il ne peut pas venir prendre un projet, développer le projet et dire au président de signer. C'est impossible. C'est le président qui regarde le projet avec son directeur de cabinet et tout, pour développer, pour dire au ministre, OK, ça, j'approuve. Maintenant, au niveau du ministère des Sports, si le ministère des Sports, il développe un budget, il développe un programme pour l'UASU, qui doit être, je précise bien, ce programme, il doit être en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Donc les fédérations, ils ne peuvent pas le développer. Parce que ce n'est pas seulement le sport, c'est le sport-études. Donc imagine la fédération du basket, s'ils développent un programme et qu'ils amènent ça au ministère des Sports, la fédération du basket, il ne peut pas aller au ministère de l'Éducation. Mais actuellement, ils sont dans le secteur sport. Actuellement, il y a des disciplines qu'on développe à travers les écoles et sont même les fédérations ou bien les académies qui l'organisent.
C'est le cas du basketball, c'est le cas du football en même temps. Mais l'UASU, ça c'est des disciplines. Les disciplines que tu développes, c'est différent de comme le programme de l'UASU. Le programme de l'UASU, ça doit être un programme qui est, je dirais même indéfini. Ça veut dire qu'il doit avoir un bureau de comité de l'UASU qui n'a rien à voir avec les fédérations d'athlétisme ou trucs comme ça. Parce que c'est pas un tournoi que tu fais pour 1-2 ans et que tu l'arrêtes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports qui doivent travailler ensemble pour avoir une structure qui s'appelle la structure de l'UASU, où tu auras le directeur de l'UASU, tu auras le secrétaire général, et en fait, lorsqu'ils vont faire les réunions ou faire leur programme, tous les deux, ils vont faire un programme qui va être défini et être soumis au ministère des Sports comme au ministère de l'Éducation. Maintenant, c'est à eux de prendre à la tutelle pour voir comment ils vont aider les gens et les autres. Donc, ça veut dire que les académies, les écoles qui sont dans le programme, ils vont reporter à l'UASU, parce qu'ils ne peuvent pas aller reporter directement au ministère de l'Éducation. Maintenant, s'ils reportent à l'UASU, l'UASU va convoquer toutes les disciplines, athlétisme, basket, football, ils vont tous les convoquer pour les reporter à ce que les écoles ou les académies ils ont proposé. Maintenant, c'est au ministère de se réunir avec le ministère des Sports. Après, c'est lui qui va aller pour reporter pour le ministère de l'Éducation et ça va jusqu'à la présidence. Très bien. Alors, parce que c'est une chaîne, en fait. Alors, en ce moment, êtes-vous prête à porter ce combat, le retour du sport à l'école? Étant donné que vous êtes ambassadeur, vous êtes un international du basketball, vous avez un mot à dire, vous avez un projet, êtes-vous prêt à s'engager pour être le porte-parole ou bien même l'initiateur du retour du sport à l'école? Bien sûr, pourquoi pas. Mais ça serait un peu plus difficile, je ne dirais même pas difficile, mais ça serait un peu plus climatique, parce qu'en fait, pour nous, notre situation, nous, on est toujours dehors du Sénégal pour aller jouer. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas vraiment définir ou on ne pourra pas vraiment être, comment on dit, on ne pourra pas mettre la main dessus, right away. Mais il y a des gens, moi je connais beaucoup de gens que je peux citer au Sénégal, qui sont des acteurs du basket. Peut-être ils n'ont pas joué en équipe nationale et internationale, mais ils sont tellement des connaisseurs de basket. Je connais des gens comme Amadou Betifal, je connais des gens comme, je peux en citer, comme Dame Diouf. Je connais des gens, Dame Diouf qui a eu l'expérience d'aller dans l'Adidas Nation avec des joueurs qui sont maintenant à la NBA, qui sont même des superstars et tout ça. Comme dans le côté du football, tu peux prendre des gens comme les anciens internationaux de 2002. Comme le côté d'athlétisme, tu peux prendre des gens comme Amin Baketiam ou Mamadou Dia. Il y a beaucoup de gens que tu peux mettre dedans. Et que, comme j'ai dit, tu dois avoir une structure qui n'est pas une structure de sport, mais une structure de sport-études. Sport-études, oui, c'est ça. Toutes les disciplines. C'est ça. Je comprends. Ouais. C'est d'accord. Donc ça doit être comme une société en fait. C'est ça. Mais comme j'ai dit, c'est un programme qui sera défini. Il faut qu'on les invite, eux, les acteurs des académies, comme celui qui là. Il faut qu'on les invite à une réunion où ils doivent développer leur programme avant même que la chose arrive. Parce qu'au Sénégal, on a tendance à développer des programmes où on a tendance à avoir des choses et de les faire lorsqu'ils sont arrivés. Moi, par exemple, si je devais être à la tête de ça, mais normalement, si l'école commence en octobre, en août, septembre, on doit avoir un planning défini de octobre jusqu'à la fin de l'école. Oui, c'est ce qu'on est en train de préparer d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on est en train de... Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de corriger au fur et à mesure. Effectivement. Merci. Merci Thomas. Ça coïncide bien peut-être que Hub School, je pense que ça, vous avez déjà commencé à travers ces tournois, déjà d'initier mais aussi montrer la voie, comme l'a si bien dit Thomas, le retour du sport à l'école, vous avez utilisé le basketball comme catalyseur, le basketball comme outil de faire montrer aux gens et aux autres disciplines que c'est bien possible le retour du sport à l'école. Oui, d'ailleurs c'est ça, on a la même vision, on a la même vision. On a commencé par le basketball, effectivement, parce que c'est beaucoup plus simple d'organiser, par exemple, un tournoi de basketball. Bon, on l'a commencé avec des instituts supérieurs. Maintenant, ce qu'il vient de dire, effectivement, nous, on pose des actes. On pose des actes, on veut développer un écosystème. Un écosystème qui va faire revenir le sport dans les milieux scolaires et universitaires. Parce qu'effectivement, l'UASU, depuis 10 ans, n'a pas suivi son programme, mais on veut aussi inviter les autorités à prendre des mesures, allant dans ce sens qu'il vient de dire. Alors, Ibrahim,
Thomas, vu votre parcours aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Quel est votre secret? Comment vous avez fait à réussir à cumuler les deux, le sport et les études? Aujourd'hui, vous êtes sportif de haut niveau. Malgré tout, vous avez fait vos études, comme vous l'avez dit. Et après carrière aussi, vous planifiez à devenir quelqu'un. Alors, quel conseil ou qu'est-ce que vous partagez avec vos jeunes frères, vraiment, qui sont actuellement des sportifs de haut niveau ou bien des sportifs tout court qui veulent devenir aujourd'hui? Vous savez, moi, mon faux père, il était enseignant. Je suis né dans une famille vraiment où j'ai deux pères qui sont enseignants. Donc mon père, il était plus concentré sur les études que sur le basket. Parce que si je vous dis même que malgré que lorsque j'étais jeune, je jouais, mon père, il a commencé à me regarder à jouer en basket lorsque j'ai commencé à jouer en équipe nationale. Même s'il pouvait le faire avant. Donc il était plus concentré sur les études que sur le basket, malgré le talent que j'avais eu. Mais j'avais très vite compris que, en fait, je faisais beaucoup de lectures aussi avec lui. Donc, par rapport aux anciens athlètes de haut niveau qui se sont blessés, et après qu'ils ont fini leur carrière dans des situations dont, vous savez, c'est pas un peu favorable. Et on a eu aussi à faire des recherches par rapport aux athlètes qui ont eu leur diplôme et qui sont aujourd'hui dans le top niveau. Et malgré qu'ils ont fini leur carrière professionnelle, toujours avec leur diplôme, ils ont un certain avantage. Donc moi, j'étais plus concentré sur les études et le basket, ça venait après. Donc en même temps, en faisant ça, j'avais les notes dont j'avais besoin et ça me permettait aussi de jouer au basket. Parce qu'après, en allant dans un centre de formation comme celui de Babacar Sy, allô, vous m'entendez? Oui. En allant dans un centre de formation comme celui de Babacar Sy, c'était un peu différent, tu vois, parce que là-bas, si on n'avait pas de bonnes notes à Dakar, on ne pouvait pas intégrer le centre. Donc c'est à cause des études que j'ai eu à avoir une certaine autorité et avoir une certaine information par rapport au monde sportif, par rapport à tout. Et c'est grâce aussi aux études qu'aujourd'hui on peut avoir des projets comme celui dont on parle et on peut parler de certaines différentes structures, de certains différents calendriers ou planning. C'est juste à cause des études. Parce que sinon, si tu n'avais pas fait des études, tu n'aurais pas une certaine éducation. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes en tant que... Voilà. Juste de continuer les études. Parce que vous voyez, il y a une chose que j'avais dit au meeting qu'on avait avec Giving Back, avec des jeunes qui étaient à la Médina, c'est que le monde du sport, il est extrêmement sensible. Je vais vous donner un exemple que j'avais donné là-bas, la NBA Draft. On sait tous que tous les basketteurs du monde, notre rêve, c'est d'aller à la NBA. Mais imaginez-vous que chaque année, à la NBA Draft, on prend que 30 joueurs dans le monde. Et parmi ces 30 joueurs, il y a au moins 300 joueurs qui sont seulement des Américains, qui sortent des universités. 300. Donc ça veut dire 10%. Si on prend seulement des Américains, ça veut dire 10% des Américains. Donc imaginez les autres joueurs européens ou africains qui se mettent dans la draft. Donc le taux de réussite, il est extrêmement minime. Maintenant, en continuant avec tes études, tu auras une certaine visibilité, tu auras d'autres portes qui sont ouvertes. Il y en a même que je connais qui ont fait leurs études aux États-Unis et qui étaient vraiment de bons joueurs, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à la NBA. Maintenant, ils travaillent à la NBA ou à la NBA Africa. Parce qu'ils sont en train de poursuivre leur rêve. Donc moi, j'aurais bien aimé que les jeunes ils se concentrent sur les études et utiliser le basket comme moyen de développer dans la vie normale, dans la vie éducative, et après le milieu sportif, ça va suivre. Voilà. Yes. Merci beaucoup Ibrahima Thomas. Je pense que actuellement vous êtes à Kigali pour préparer donc votre tournoi. Malgré tout, vous nous avez accordé ce webinaire. Donc, quels sont les mots à dire pour terminer en beauté avant de donner la parole à Benoît et Amadou Diagne qui nous suivent depuis tout à l'heure? Bon, je vous remercie déjà pour cette invitation. Bon. Je vous encourage aussi parce que c'est une très très grande initiative que vous êtes en train de mettre en place en ce moment. Inch'Allah, bon, après ce tournoi, peut-être je dois être sur Dakar, mais j'aurais bien aimé rencontrer des acteurs sur le milieu dont on vient d'exposer. Et pourquoi pas trouver des solutions afin d'avoir
une vraie croissance dans le monde du sport, dans le monde du sport-études, et surtout avec le retour, comme il a dit, de l'UASU, et pourquoi ne pas épauler et donner un coup de pouce à leur projet afin pour une bonne épanouissement de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup et bonne chance. Bonne chance aussi à l'AS Douane. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Sakho, je pense qu'on peut... Voilà, Benoît, vous avez suivi Ibrahima Thomas, un jeune vraiment très engagé, un jeune qui a un projet en tête, un jeune qui se réclame le développement du sport à l'école, l'UASI, qui est propre au Sénégal, des compétitions qu'on se faisait à l'école même, et aujourd'hui, qui est disparu. Et donc, vous jugez que vraiment, on a la chance de prendre ce modèle que Ibrahima Thomas a initié tout à l'heure. Oui, mais comme l'a dit Ibrahima, c'est important. Il faut que le projet soit validé par les institutions, par l'État, par les académies aussi scolaires, etc. Parce que ça permet aussi peut-être de débloquer des fonds, d'avoir des moyens supplémentaires et d'officialiser ça pour qu'il y ait partout, comme à Dakar et dans les autres villes du Sénégal, les mêmes projets qui se mettent en place un peu partout et que tout le monde ait la chance, même dans des petits territoires, de pouvoir jouer au basket et de participer. Après, les compétitions, bon, il y a les compétitions de clubs, mais nous avons aussi les compétitions universitaires, les compétitions scolaires, etc. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi de mettre en valeur, bon, on n'en a pas parlé, mais de former aussi des arbitres, voilà, et de pérenniser des futurs dirigeants et tout. Mais pour l'école, c'est vrai que ce qu'a dit Ibrahima est très cohérent et pertinent, de dire, voilà, il faut que ça soit acté par nos institutions, par l'État, par les ministères compétents, pour justement que ça soit vraiment officiel et qu'il y ait un vrai projet commun pour les gens au Sénégal, parce que aujourd'hui, vous avez quand même des atouts et la chance d'avoir des gens qui sont dans le haut niveau. Vous avez les compétences, vous avez des gens qui ont réussi, des exemples pour les plus petits, pour les gens défavorisés, qui ont une chance de voir la lumière et de s'en sortir. Et je pense que c'est important pour le basket et pour votre pays d'avoir et une chance d'avoir ces gens-là. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur eux pour donner du crédit au projet. Voilà, merci beaucoup Benoît, encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Ça a été un plaisir vraiment d'avoir quelqu'un comme vous qui a de l'expérience, mais aussi un encadreur, un pédagogue, un père de famille en quelque sorte. Merci encore. Et à très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, Amadou Diagne, si vous êtes toujours là, Amadou. Amadou. Il est parti, Amadou. Alors, merci beaucoup, Sakho. Je pense qu'on est au terme de notre émission. Oui, on est au terme de notre émission. J'en profite pour remercier tous les participants. J'en profite pour remercier Benoît pour son exposé. Et on l'invite aussi à venir participer à nos activités. Nous sommes en train de préparer un forum sur l'investissement dans le milieu sportif et scolaire. Dans la Sakho, on termine avec Amadou. Avec Amadou, oui. Amadou. Oui. Voilà, on est au terme de notre émission. Vos derniers mots ou bien le message que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs? En tout cas, je suis très content que vous m'avez reçu. Hein. Je suis très content. Surtout que le Sénégal, hein, c'est mon pays. Hein. C'est le pays d'origine de mes parents. Donc voilà, on est aussi très fiers de pouvoir représenter quelque part en France le Sénégal. Hein. Et du coup, moi, mon frère, mes deux sœurs, mes parents, voilà, hein, c'est le basket qui nous a fait... Mais vous habitez où au Sénégal? Vous habitez où? Sicap Liberté 3. Ah, ok, ok, c'est bien. Voilà.
Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, on est très contents en tout cas. Et enfin, mes parents sont très fiers de nous voir faire ce qu'on a à faire ici en France, pas forcément de jouer au basket, mais on a réussi dans notre vie et nos parents sont fiers. Donc c'est aussi grâce à eux. Et il y a aussi bien sûr des gens sur notre chemin ici en France, comme Benoît, comme d'autres formateurs, comme il l'a évoqué déjà, Gilles Maléco pour ma part. C'est lui qui m'a propulsé, c'est lui qui m'a fait partir de ma maison pour aller jouer dans les grands clubs comme Portez. Voilà, donc spéciale dédicace à tous ces gens-là qui se sont mis sur ce chemin-là pour me donner ce que j'ai aujourd'hui. Et moi, je suis très très fier et que ça continue. Voilà, merci beaucoup Amadou. Nous aussi, on est fiers de vous en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais. Et là, vous avez réussi à donner un bon exemple aux jeunes frères qui pratiquent le basketball et notamment les jeunes basketteurs qui aspirent à devenir un sportif de haut niveau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Alors, on se dit à très bientôt et merci beaucoup. Alors, M. Sakho, tout à l'heure, vous parlez de votre programme. Voilà. Oui, j'en profite pour les remercier Amadou Diagne, qui est un fils de basketteur aussi. Son père était basketteur, ancien basketteur, Kader Diagne. Et son frère, c'est Ibrahima Diagne, d'ailleurs, qui a participé au dernier webinaire. Bon, Ibrahima Thomas aussi, bonne chance à toi pour ton tournoi de basketball à Kigali. Et merci aussi à Benoît. Benoît, on garde le contact. On est en train de planifier, par exemple, le camp de basket pour le mois d'août, mais qui va commencer par un forum sur l'investissement dans le milieu sportif scolaire. Maintenant, nous démarrons notre tournoi de basketball universitaire avec Hub School Basketball le samedi prochain, le 22. Au terrain de Dieuppeul-Derklé, au centre social de Dieuppeul-Derklé. Ça me donne l'occasion aussi de lancer un appel aux autorités sur le débat, sur la formation et l'encadrement et la gestion des petites catégories, des clubs de petites catégories. Très important. Donc j'invite tous les Sénégalais qui sont passionnés du basketball à venir nous rejoindre le 22 mai au centre social de Derklé, au terrain de Dieuppeul-Derklé, pour démarrer le tournoi de Hub School Basketball. Voilà, merci beaucoup à Sakho aussi d'avoir venu pour m'accompagner sur ce plateau comme tous les jours. Alors, ravi donc de vous donner du basketball, surtout le basketball à l'université. Maintenant, on est au terme de notre émission. On vous donne rendez-vous samedi, Inch'Allah, au Centre culturel de Derklé pour le démarrage du tournoi Up School Basketball qui promouvoit le basketball à l'université. Donc, il y aura des écoles et instituts donc, qui vont former ce tournoi. Rendez-vous est donné prochainement. Quant à vous, je vous dis merci et à très bientôt. Merci. TNT by Excaf vous offre le Soukour Record, un ramadan exceptionnel chez TNT by Excaf. Un décodeur acheté à 15 000 francs, un mois d'abonnement Mana offert. Achetez votre décodeur TNT et regardez